Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je commence tout d'abord par me présenter. Donc, je suis ingénieur Mohamed El Mokreta. Je suis ingénieur ouvrage d'art de l'École nationale supérieure des travaux publics d'Alger et je suis le partenaire de MEDAS IT pour la région de l'Algérie. Comme vous le savez bien, MEDAS Civil est un outil dédié au calcul des ouvrages d'art. Donc, cette nouvelle version du logiciel est dotée de plusieurs nouveautés, surtout pour les ingénieurs francophones. L'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter le nouveau règlement intégré récemment dans la base de données du logiciel. Donc c'est bien le programme de charge et épreuve des ponts routes français, qu'on appelle le fascicule 61 titre 2, mais aussi la génération des rapports de calcul et de vérification en français selon les Eurocodes. Donc ces deux nouveautés qui viennent d'atterrir dans le logiciel MEDA Civil sont très importantes et très intéressantes pour les ingénieurs francophones. Donc, cette présentation, elle sera divisée en trois parties. Donc, en premier lieu, on va faire une présentation générale du logiciel et ses fonctionnalités, ses points forts et comment ça marche. La deuxième partie, ça concerne le fascicule 61 et son application dans le MIDAS. Et enfin, on va traiter le sujet des rapports de calcul en français et les méthodes de leur génération selon le cas étudié. D'accord? Donc, on commence en premier lieu par la présentation générale du logiciel. Donc, quels sont ses points forts et comment ça marche? Le MIDAS, comme vous savez bien, permet une utilisation agile. Donc, il est doté d'une interface graphique facile à l'usage. Euh, Elle est du style ruban, donc avec des commandes explicites et claires qui sont regroupées dans des onglets afin de répondre aux besoins de conception, de modélisation, d'analyse et de dimensionnement. Donc qui est le besoin principal de l'ingénieur concepteur et de l'ingénieur calculateur. D'accord. Donc, en termes de création de modèles et d'analyse, donc Visual Civil propose des utilitaires de modélisation automatique. Donc, ça, c'est l'ingéniosité de ce logiciel. Donc, il propose des utilitaires de modélisation automatique, c'est-à-dire que l'on peut créer des modèles d'ouvrage avec un paramétrage direct. Je vais montrer par la suite quelques exemples. Donc en introduisant la géométrie, les sections et les matériaux. Donc vous pouvez voir ça en détail si vous voulez bien sur des vidéos de tutoriels sur la chaîne YouTube de Midas Simulation of Success. Donc si vous écrivez sur YouTube Midas Simulation of Success, vous allez trouver des centaines de vidéos qui expliquent le travail des utilitaires et les façons de modélisation. Donc c'est très intéressant pour les gens qui s'intéressent dans la conception et dans le calcul des ouvrages d'art avec le MIDA civil. Donc je vous le conseille cette chaîne YouTube afin de bien apprendre et afin de bien voir comment ça marche. Donc encore le MIDAS est connu par sa puissance dans le calcul et le dimensionnement des modèles complexes en exécutant des calculs statiques et dynamiques dans le cas linéaire et non linéaire. Donc la base de données du MIDAS, donc elle comprend plusieurs modèles de définition des matériaux dans le cas non linéaire. Donc c'est une option très intéressante pour les gens qui font de la recherche. Voilà, donc Midas il propose ces options-là. Ensuite, un autre point fort du logiciel Midas Civil, c'est bien le, c'est un logiciel universel, c'est un logiciel mondial, donc surtout après l'intégration du FASICI 61, et il devient de plus en plus un logiciel vraiment universel du calcul des ouvrages, qui comprennent tous les règlements fameux, les règlements de charge et les codes de dimensionnement et de vérification internationaux, tels que les Eurocodes, le code, le HTO américain, bien sûr, le fascicule 61 qui vient d'atterrir. Aussi, il y a le British Standard. Il y a vraiment plusieurs codes dans le logiciel. Donc, ce qui rend le logiciel intéressant et universel et international. Après, euh, après, on va voir comment ça marche dans Midas, quel est le workflow de ce logiciel, donc comment on traite la modélisation et l'analyse dans le logiciel Midas Civil. Donc, pour le workflow du logiciel Midas Civil, donc la première partie, c'est bien, on doit introduire les paramètres de conception.
Donc, ça marche en phase de boucle, comme vous pouvez voir ici. Donc, je commence par les paramètres de conception, après la modélisation, on introduit le chargement, on lance l'analyse, et à la phase finale, c'est le dimensionnement. Après, on fait une vérification si ça marche ou pas, et on refait la conception de nouveau. Donc, comme j'ai dit, on commence tout d'abord par des paramètres de conception. Donc, on doit définir les sections géométriques, les matériaux, les fonctions qui dépendent du temps, telles que le retrait, le fluage et l'évolution de la résistance nominale du béton. Ça, c'est, par exemple, si on travaille avec le béton. Après, ça vient la phase modélisation. Donc, nous devons créer les modèles, bien le modèle du pont avec les conditions limites correspondantes. Donc, ça, c'est la deuxième phase, c'est la phase de modélisation. Après la modélisation, on entame la phase d'application des charges. Donc, Midas est doté de plusieurs types de charges, presque tous les types de charges qui peuvent exister dans la nature, tels que les charges statiques, les actions thermiques, les charges de tassement, les charges de précontrainte, bien sûr les charges trafic selon les codes et les règlements de chaque pays, et plein d'autres types de charges qu'on peut voir. Après, c'est la phase de l'analyse, donc après avoir introduit les paramètres de conception, après avoir créé le modèle géométrique et introduire les chargements, donc on passe directement à l'analyse de notre modèle. Donc, dans cette phase-là, on va exécuter l'analyse, donc on peut évaluer les résultats de sollicitation, les réactions, les déformations et les contraintes. Et on peut de même créer les combinaisons de charges et faire des vérifications telles que les vérifications à l'ELS. Après, à la phase finale, nous allons vérifier, dimensionner selon le règlement en vigueur, si on veut travailler par exemple par rapport aux Eurocode ou bien par rapport à d'autres règlements. Nous devons faire un dimensionnement par rapport à ces règlements-là. Et le MIDAS va nous générer des rapports de calcul avec les vérifications nécessaires. Et ça va nous dire aussi si ça marche ou si ça marche pas. Donc si ça marche, c'est bien. Si on peut l'optimiser, c'est mieux. Si ça marche pas, on doit refaire notre conception et on va refaire cette boucle-là. Et puis on va clôturer le workflow de MIDAS. Voilà. Donc jusque-là, je pense que c'est suffisant pour la présentation du logiciel. Je vais juste vous prendre pour faire un tour dans l'interface du logiciel et on va expliquer brièvement les fonctionnalités, les commandes du logiciel, comment ça marche avec ce workflow-là. Donc je vais ouvrir un nouveau fichier, nouveau modèle Midas. Voilà. Voici donc l'interface du logiciel Midas Civil. Donc elle est composée de 5 parties à peu près. Donc la première qui est en dessus, c'est le ruban. Et c'est là on trouve les onglets que regroupent les commandes et les fonctionnalités. Et après, j'ai ce menu-là, ce qu'on appelle le tree menu. Donc c'est là où toutes les opérations de création d'éléments, de création de sections, de création de matériaux vont être enregistrées, c'est-à-dire toutes les opérations qu'on va effectuer au cours de notre modélisation, ou bien notre analyse, ou bien notre dimensionnement, vont être enregistrées ici. Donc il y a deux menus identiques. Donc ça c'est le menu de gauche et celui-là c'est le menu de la droite. Donc toutes les opérations comme j'ai dit sont enregistrées sur ce menu-là. Et j'ai en bas ici une sorte de fenêtre de message. Donc tout ce que j'ai comme problème ou bien tout ce que j'ai comme avertissement après avoir effectué l'analyse euh, seront affichés ici sous forme de message. Donc c'est à peu près c'est comme un invité de commande. Et la fenêtre centrale, c'est là où je vais faire toutes les manipulations et sur mon modèle. Donc c'est là où je vais, ou bien c'est là où mon modèle sera affiché à la fin. Donc c'est ici que je vais faire les manipulations, les diverses manipulations, que ce soit pour la création des éléments, ou bien l'application de charge, ou bien le lancement de l'analyse. Donc vous pouvez voir ici que j'ai un repère X, Y. Donc si j'active la vue isométrique, donc ça c'est en 3D, je suis en 3D. Et ça c'est la vue en top, je suis en plan X, Y. Donc cette fenêtre, si vous voulez, c'est la fenêtre la plus essentielle. C'est là que je vais visualiser mon modèle et c'est là que je vais en appliquer les différentes opérations. D'accord?
Donc, je vais dérouler rapidement l'interface graphique du logiciel selon ce workflow. Donc, pour introduire les paramètres de conception, donc j'ai ici l'onglet Properties. Donc, l'onglet Properties, ça va me permettre de créer des matériaux, créer des sections et faire rentrer les fonctions qui dépendent du temps. Donc, ces fonctions-là, telles que le retrait, le fluage et l'évolution de la résistance nominale du béton, bien sûr, quand je travaille avec des sections en béton, d'accord? Après, j'ai la deuxième phase, c'est bien la phase de modélisation. Donc pour la modélisation, il y a deux types de modélisation. Ou bien je fais une modélisation automatique en utilisant les utilitaires dans lesquels j'ai parlé tout à l'heure. Donc ici, vous allez trouver plusieurs utilitaires, ce qu'on appelle en anglais les wizards. Donc ces wizards-là sont utilisés afin de créer des modèles de façon semi-automatique. Par exemple, pour le cas des pans à poutres précontraintes, donc ce wizard-là va me permettre de créer un modèle numérique ou bien un modèle en 3D d'un pont en poutre précontrainte en introduisant ces paramètres-là. J'ai plusieurs paramètres à intégrer dans ce wizard, tels que les informations des travées, telles que la largeur de l'ourdi ou bien de la dalle, si j'ai un rayon ou pas. Donc il y a plusieurs types d'informations qu'il faut intégrer dans ce wizard. Et à la fin, en cliquant sur OK, on aura notre modèle qui s'est créé. D'accord? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de créer des modèles de modèles en 3D en utilisant les utilitaires ou bien une autre méthode. Mais comme j'ai dit, vous pouvez trouver des vidéos sur la chaîne YouTube de Midas, Simulation of Success, qui vont vous montrer avec détail la façon d'utilisation et de création de ces modèles. D'accord? Donc la deuxième façon de création des modèles, c'est bien la méthode manuelle. Donc je peux faire la création des nœuds, des éléments ou bien des éléments plaques. Donc ça, c'est pour la création des nœuds. Bien sûr, puisque c'est un logiciel de calcul par élément fini, donc il travaille avec des nœuds. Et ce qui fait que le logiciel crée des éléments de type, par exemple, de type frame, des éléments barres ou bien de type plaque, c'est qu'il va absolument connecter les nœuds. Donc deux nœuds vont donner un élément frame et quatre nœuds vont donner un élément plate. Et avec ces éléments-là et ces paramètres-là qu'on va construire notre modèle final en 3D. D'accord? Pardon. Après, j'ai la phase de l'application des charges, donc c'est la phase de charge. Donc pour ce fait, j'ai un onglet qui s'appelle Load et qui comprenne toutes les charges ou bien tous les types de charges qui sont possibles pour être appliqués. Donc ça c'est Static Loads, Dynamic Loads, donc les chargements statiques ou bien les chargements dynamiques. J'ai vraiment plusieurs types de charges. Nous, ce qui nous intéresse dans cette présentation, c'est bien cette option-là qui est le Moving Load qu'on va voir par la suite. Donc après avoir couché Moving Load, on vient ici, on fait le choix du code des charges de trafic. Si je choisis France, j'ai ces icônes-là qui s'affichent. Et à travers ces icônes-là que je vais faire la création de mes charges roulantes, selon bien sûr le code de France qui est le fascicule 61. D'accord? Après l'application des différentes charges de calcul, je passe à l'étape de l'analyse. Donc, dans l'onglet Analysis, qui est Analyse, j'ai plusieurs types d'analyse que je peux exécuter. Donc, si je veux intégrer dans mon analyse l'analyse P-delta, ou bien l'analyse de flambement, ou bien l'analyse Eigenvalue, qui est l'analyse modèle. Donc, si par exemple, je vais entamer une analyse spectrale multimodale, donc je dois d'abord paramétrer l'analyse de modèle. Et je peux le faire par cette option-là. Donc, voilà, donc il y a plusieurs types de paramétrage qu'on effectue avant d'entamer l'analyse. Après, à la fin, j'ai la phase de dimensionnement. Et donc, après avoir exécuté l'analyse, j'ai l'onglet Results. Results, c'est là où je vais afficher les résultats, que ce soit pour les réactions, les déformations, les sollicitations et les contraintes. Par exemple, ici, j'ai
j'ai les modes propres et je peux afficher même des lignes d'influence. Donc plus tard, c'est ces options-là qu'on va utiliser afin de montrer les voies de circulation ainsi que les charges ou bien la position des charges verticales qu'on va créer dans le fascicule 61. Et on peut de même créer les combinaisons de charges après avoir exécuté l'analyse. Comme ça, on ne sera pas obligé de refaire l'analyse à chaque fois. Voilà, donc on peut le faire depuis cette option-là. Et c'est ici qu'on va rentrer les combinaisons de charges. Après, j'ai la phase finale, c'est bien la phase de dimensionnement. Donc cette phase-là, je peux utiliser ou bien cet onglet-là qui s'appelle PSC. Donc PSC, c'est Pre-Stressed Concrete. Donc je peux ici faire le modèle des sections qui sont en PSI. Ou bien je peux carrément tomber sur l'onglet Design qui me permet de faire tous les types de dimensionnement possibles, par exemple pour les sections métalliques, ou bien les sections en béton armé, ou bien pour les sections composites, ou bien pour les sections composées en poutre métallique plus dalle en béton armé. D'accord? Donc comme ça, j'aurai terminé l'explication du workflow du logiciel Midas Civil. Et maintenant, on va entamer directement la présentation du fascicule 61 sur le logiciel Midas. Alors, on va ouvrir cette présentation et on va commencer la présentation du fascicule 61 titre 2. D'accord? Alors dans cette présentation, je vais vous parler un peu des systèmes de charge qui sont contenus dans le fascicule 61 titre 2. Et après, on va voir comment les appliquer sur le logiciel Midas Civil. Donc en gros, je vais basculer entre la présentation et le logiciel Midas Civil afin de faire une présentation théorique et pratique à la fois. Donc je vais commencer par des généralités. Après, je vais faire la définition des systèmes et la façon de leur application dans le logiciel. D'accord? Alors, comme des généralités, comme j'ai dit tout à l'heure, donc cette version 2023 de Midas va connaître l'introduction du programme des charges et épreuves des ponts routes, qu'on appelle le fascicule 61, titre 2. Alors, on va s'intéresser aussi principalement aux méthodes d'application des charges de trafic. Faut noter que c'est principalement pour les charges de trafic contenues dans le fascicule. Donc, parce que les charges permanentes peuvent être introduites de manière habituelle. Ça veut dire comme des charges surfaciques, ou bien comme des charges linéaires, ou bien même comme des charges ponctuelles. Donc pour l'application des charges de trafic sur Midas, ça se fait en trois étapes. Donc on commence d'abord par la définition des voies de circulation, comme je vous ai montré ici tout à l'heure. Donc depuis cet onglet-là, Load, quand je sélectionne Moving Load, je sélectionne le code et là c'est ces écrans qui s'affichent avec lesquels je vais me permettre de créer des cas de charge mobiles. D'accord? Donc comme j'ai dit, on va commencer par la définition des voies de circulation. Après, on va entamer la définition des véhicules selon le règlement. Et après, à la fin, c'est la création des cas de charge correspondants. D'accord? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, après avoir sélectionné le règlement de charge de trafic, donc ça, c'est le règlement de charge de trafic avec lequel on va travailler. Donc, on va définir les voies de circulation selon deux manières. Donc, selon le cas avec lequel on travaille. Si on travaille par exemple avec des éléments frame, on doit utiliser cette option-là qui est le Traffic Line Lanes. Ça veut dire on va créer des voies par rapport à une ligne de référence. Ici, on travaille avec des éléments plaques. On va utiliser cette option-là qui est le Traffic Surface Lanes. Ça veut dire on va créer des voies de circulation sur des surfaces qui sont les éléments plaques. D'accord? Je continue. Alors, les voies de circulation des systèmes A et B, là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, les voies de circulation des systèmes A et B sont définies de la même manière, en indiquant la largeur chargeable et le nombre de voies chargées. Donc, ce que le logiciel a besoin pour la création des voies de circulation des systèmes A et B, donc il en a besoin de la largeur chargeable et bien aussi le nombre de voies de circulation. Et si on veut, par exemple, manipuler la position des voies, on peut le faire avec cette option-là qui est l'excentrement par rapport à la ligne de référence. D'accord? Après, pour les charges militaires, elles sont définies uniquement par la largeur chargeable et l'excentrement de la voie, parce que pour les charges militaires, on n'a pas vraiment besoin des voies de circulation, donc ils sont
ils se déplacent dans une seule voie ou bien comme des convois, donc ils n'ont pas besoin de circuler dans plusieurs voies à la fois. Et aussi leur position, bien, la position de cette voie de circulation sera manipulée par son excentrement par rapport à la ligne ou bien le point de référence. Voilà. Donc pour les charges B ou bien pour les charges militaires, on peut introduire le coefficient de majoration dynamique et aussi pour le cas des ponts courbés, on peut aussi prendre en considération la force centrifuge du système BC. D'accord? Voilà, donc ça, après on va entamer la définition des systèmes de charge. Donc on va commencer avec les systèmes A. Mais avant ça, je vais créer, je vais créer mon modèle. Donc je vais simplifier autant que possible le modèle afin de vous montrer, afin de bien visualiser les résultats de création euh, de convois ou bien de voies de circulation. Donc je vais prendre un modèle en voussoir. Alors, donc je vais importer la section géométrique de mon voussoir. Donc je vais cliquer sur importer et depuis ce fichier-là, voilà, donc j'ai une section de voussoir qui a été importée. Et la même chose pour les matériaux. Ok, très bien. Et là, vous pouvez voir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, chaque opération que j'effectue dans le logiciel, elle est marquée ou bien enregistrée dans ces deux menus-là. Donc là, par exemple, j'ai importé des matériaux, elles sont inscrites ici. Et j'ai importé aussi une section, elle est aussi inscrite ici. D'accord? Après, Après, je vais passer à la création de mon tablier. Comme j'ai dit, je vais simplifier le maximum, donc ce sera avec une longueur de 30 mètres. Je vais d'abord créer le nœud 0. D'accord? Donc ça, c'est le nœud 0. Il est positionné au niveau du point 0 du repère global, bien entendu. Après, je vais passer à la création du tablier. Donc, je vais utiliser cette option-là, qui est l'option Extrude. Donc, je vais faire l'extrusion de ce nœud-là en élément free. D'accord? Donc, je vais créer deux éléments de 15 mètres de ce voussoir-là. Et je vais cliquer sur Appliquer et j'ai mon tablier qui est créé. Donc, je vais me contenter de ce simple tablier avec 30 mètres de longueur afin de bien visualiser les résultats et afin de faire rapidement les analyses. D'accord? Vous allez voir par la suite ça va faire très rapide dans l'analyse, contrairement à ce qu'on on utilise un modèle qui est assez complexe. D'accord? Alors après la création de géométrie, je vais introduire les conditions aux limites. Je vais simplifier aussi au maximum. Je vais venir ici dans l'onglet Boundary et je vais définir les appuis. Donc d'un côté, je vais utiliser un appui double et de l'autre, je vais utiliser un appui simple. Donc de ce côté-là, je vais bloquer le déplacement vertical et le déplacement transversal. Et de ce côté-là, je vais bloquer uniquement le déplacement vertical. D'accord? Donc là, j'ai un petit tablier de 30 mètres avec un petit tablier isostatique de 30 mètres avec section en voussoir. D'accord? Donc, comme vous remarquez ici, j'ai les opérations. À chaque fois que je fais une opération, elles s'enregistrent dans ce menu-là. D'accord? Après, je reviens à la présentation et je vais entamer la définition du système A. Donc, on le connaît tous. C'est une charge uniforme appliquée sur une ou plusieurs voies. Donc son évaluation se fait en kilogrammes par mètre carré ou bien kilonewton mètre carré ou bien en tonnes mètre carré. Elle se fait par la formule établie dans le fascicule 61. Donc cette formule, elle est fameuse. Euh, Bien sûr, c'est selon la longueur du pont. Bien sûr, il y a d'autres spécifications, notamment pour le coefficient petit a1, qu'on appelle le coefficient de dégressivité transversale. Il est donné par des tableaux dans le règlement, et qui va donner une nouvelle valeur de A de L, qui est A1 de L. Et la valeur finale de la charge A de L, elle est obtenue en multipliant le système A1 de L par un deuxième coefficient qui est le A2, qui est égal à V0 par V. V0 qui dépend de la classe du pont. Donc et dans ce cas, c'est selon la classe du pont, divisé par V. V, donc c'est la largeur chargeable par le nombre de voies.
Et à la fin, j'ai la valeur finale ou bien la charge finale du système A2L qui est le petit a1 fois le petit a2 fois la charge initiale du système A2L. D'accord? Alors pour l'application, comme vous savez, donc la charge A2L peut s'appliquer ou bien sur la longueur totale du pont ou bien sur quelques parties des travées. Donc si j'ai par exemple un pont à 4 travées, je peux l'appliquer sur 2 travées, une seule travée ou bien 3 travées. Donc afin de créer le maximum de combinaisons et de chercher l'effet le plus défavorable en termes de torsion ou bien en termes de flexion transversale ou bien de flexion longitudinale. Alors pour la disposition transversale, donc cette charge peut être appliquée sur une voie, deux voies, ça dépend le nombre de voies que j'ai sur mon tablier. Alors comme j'ai dit, donc dans le sens transversal, la largeur chargée transversalement comprend un nombre entier de voies de circulation pour donner l'effet maximal considéré. Et dans le sens longitudinal, donc les limites des ondes chargées doivent coïncider avec les zéros de la ligne d'influence de façon à donner l'effet maximal en termes de moment de flexion longitudinal. D'accord? Alors pour l'application sur l'état civil du système A, donc on doit d'abord introduire la valeur de la largeur chargeable, après le MIDAS va définir automatiquement la classe du pont et bien sûr la largeur conventionnelle de la voie V0 et les coefficients A1 et A2. D'accord? Donc je passe au logiciel et je vais dans l'onglet Load, je sélectionne Moving Load et le code de la France et là je vais entamer le travail. Donc en cliquant sur Traffic Line Lanes et en cliquant après sur Add, là c'est la première voie que je vais créer, que je vais appeler voie A2L, comme ça. Et ici je sélectionne, donc j'ai deux options, ou bien Load System A ou bien B, et j'ai aussi le cas des charges militaires ou bien les charges sur le trottoir ou bien les charges piétonnières. Donc pour mon cas c'est le système A. Donc je vais introduire la largeur chargeable, donc je vais introduire 10,5 mètres, donc juste à titre d'information. Donc la largeur de cette section de voussoir elle est de 12,8 mètres. Ça c'est juste à titre d'information afin d'avoir une idée sur l'ordre de grandeur. Donc pour la largeur chargeable, comme j'ai dit, c'est 10,5 mètres. Et le nombre de voies pour le système A, donc c'est 3. Et je ne vais pas faire entrer une excentricité ou bien un excentrement. Alors ça c'est pour le coefficient de majoration dynamique, ça c'est pour le système B. Ces deux options-là sont pour le système B. Donc la force centrifuge c'est pour le système BC, donc ça je vais garder comme ça, donc 0, 0. Et ça je vais pas, je vais le décocher. Et je passe directement à la création de la voie. Pour la création de la voie, j'ai deux façons de faire. J'ai la première option, c'est Lane Element. Ça veut dire quand je travaille avec des éléments frame, comme celui-là, donc j'utilise cette option-là. Mais par exemple, si j'ai un pont à poutres multiples, c'est-à-dire dans la coupe transversale, j'ai 8 ou 9 poutres, et je veux répartir la charge mobile sur toutes les poutres, je dois utiliser ce qu'on appelle des poutres de répartition transversale, donc qui seront dans le sens perpendiculaire aux poutres maîtresses. Et à travers ces poutres-là, les charges seront transmises aux poutres maîtresses. Et on va utiliser cette option-là pour leur création. C'est l'option crossbeam. Crossbeam, ça veut dire les poutres transversales ou bien les poutres sur les poutres transversales. Voilà. Alors pour mon cas, c'est Lane Element. Donc je vais entamer directement la création de ma voie. Donc à partir du point 0 au point final. Donc je vais cliquer ici et après je passe par ce nœud-là sans avoir besoin de cliquer jusqu'au dernier point. Je fais un deuxième clic et je clique sur appliquer. Si vous voyez ici, j'ai une voie qui a été créée à ce niveau-là, mais si vous remarquez bien, ici j'ai fait rentrer 3 voies. En principe, j'ai 3 voies qui seront créées, mais ce n'est pas le cas. Donc ça, cette voie-là, elle est juste schématique. Donc après avoir lancé l'analyse et affiché les résultats, j'aurai mes voies qui sont affichées, les 3 voies qui sont affichées. Donc on va se contenter de ça maintenant. Et après avoir lancé l'analyse, je vais vous montrer le reste des voies. D'accord? Très bien. Alors, la prochaine étape, je reviens
sur la présentation. Donc les charges sont appliquées dans les parties défavorables de la ligne d'influence transversalement et longitudinalement. Donc je reviens sur le logiciel. Donc la prochaine étape, c'est bien la création du véhicule ou bien la création du convoi. Donc je clique sur Add Standard. Donc les systèmes de charge sont introduits de façon prédéfinie dans le logiciel Mida Civil. Donc on n'en a pas besoin de créer des charges réparties ou bien quoi que ce soit. Donc on va le faire simplement et cliquer sur appliquer directement et nous aurons notre convoi ou bien notre système de charge créé. D'accord? Je clique sur close et j'entame la phase finale de création de charge. D'accord? Donc je clique sur Moving Load Case, donc cas de charge mobile ou bien cas de charge de trafic. Je clique sur Add et je vais la nommer A2L. Et là, je vais, à partir de cette liste-là, je vais sélectionner le système de charge A et je clique sur Add afin d'affecter le système à savoir de circulation. Donc ici, j'ai Vehicle, donc je choisis le système A, donc le système de charge A. Et là, j'ai la liste des voies de circulation. Je vais lui affecter la voie sur laquelle il va se déplacer ou bien circuler. Je clique sur OK et je clique sur Appliquer. Et là, j'ai le premier système qui a été créé. D'accord? Après, je vais entamer l'analyse. Je vais cliquer sur Perform Analysis afin d'avoir les résultats de la charge A2L. Voilà. Je vais nommer par exemple mon fichier webinaire2. Et je vais attendre la fin d'exécution de l'analyse. Vous pouvez voir ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que il y a des messages qui s'affichent ici. CG, par exemple, ça, j'ai un avertissement, warning. Donc ça, tous les messages qui sont liés aux avertissements, bien aux erreurs s'affichent ici. Voilà, donc maintenant, j'ai exécuté mon analyse. Après, pour voir les résultats, nous, ce qui nous intéresse dans cette présentation, c'est de voir comment les charges ont été créées. Et on n'est pas vraiment concentré sur les résultats de sollicitation ou bien des réactions, mais on peut faire un petit passage quand même. Par exemple, pour les réactions, et sous ce cas de charge-là, donc le moving maximum de A2L, on va afficher les réactions. Donc je vais l'afficher en kilonewton par mètre. Donc j'ai une valeur max, par exemple, pour la réaction Z. J'ai une valeur max de, si vous voulez, de 1511. Voilà, donc c'est 1711,2 kN de part et d'autre. Donc c'est un système isostatique. Voilà, donc ça c'est pour les réactions. Je peux même afficher les résultats du moment fléchissant. Voilà, donc c'est la courbe parabolique du moment avec une valeur max qui est donnée ici. D'accord? Mais comme j'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est bien le fascicule 61. Donc, je viens ici, le Moving Tracer, et je vais voir comment elles sont disposées, mes charges A2L. Donc, ici, je choisis, donc j'ai deux éléments. Donc, ça, c'est l'élément 1 et ça, c'est l'élément 2. Donc, je vais voir comment les charges sont disposées sur ces deux éléments-là. Je vais, par exemple, choisir l'élément 1. Ici, vous pouvez voir que je suis dans cette position-là. Ici, j'ai parts, donc c'est I, 1 quart, 1 demi, 3 quarts et J. Donc ça veut dire c'est les parties de cet élément-là. Par exemple, si je suis dans l'élément 2, dans la partie I, la position, bien la valeur sera dans cette position-là où j'ai mis le curseur. Voilà. Donc ça, c'est la position. Si je change par exemple l'unité en tonnes, j'aurai une valeur de 1,09 approximativement. Donc réellement, c'est 1,087. Je vais afficher trois chiffres après la virgule afin d'avoir la valeur exacte. D'accord? Donc réellement, c'est 1,087. Ça, je l'ai calculé manuellement et c'est donné par le logiciel correctement. Donc, le logiciel, il introduit en premier lieu le système A2L, ou bien la charge répartie A2L sans coefficient, mais il calcule les coefficients et les utilise dans le calcul des sollicitations, dans les moments et dans les réactions, ou bien dans les efforts tranchants, ou bien pour les efforts actions. D'accord? Alors, pour confirmer ça, on va voir si prend en considération réellement les autres coefficients. Je clique ici sur Detailed Result.
Et là, comme vous pouvez voir, j'ai le coefficient A1 qui est égal à 0,9. C'est selon la classe de mon pont. Et ça, c'est le coefficient A2. Donc, on peut confirmer ces deux valeurs-là. Par exemple, je reviens sur ce tableau-là. Donc, je suis en classe 1 et j'ai trois voies de circulation. Donc, réellement, c'est 0,9. Donc, le coefficient c'est A1, c'est 0,9. Et pour le deuxième coefficient A2, donc j'ai A2 égale à V0 par V. Donc, V0, c'est la largeur conventionnelle de la classe du pont numéro 1, qui est bien 3,5. Et V, c'est bien la largeur chargeable sur le nombre de voies qui est 10,5 dans notre cas, 10,5 divisé par 3 qui est égal à 3,5. Donc 3,5 divisé par 3,5 donne réellement une valeur de 1. D'accord? Très bien. Donc vous pouvez voir ici que j'ai trois voies. Voilà, donc ça c'est le résultat. Donc ça c'est la première voie, la deuxième voie et ça c'est la troisième voie. D'accord? Donc ça, c'est la répartition du système A sur mon pont. Alors maintenant, on passe. Pardon. Le prochain système, c'est bien le système B. Donc on va commencer par la définition. Alors le système B comprend trois sous-systèmes distincts, indépendants l'un de l'autre. Donc le système le plus fameux, c'est bien le système BC, qui se compose de camions type. Après, nous avons le sous-système BR qui représente une roue isolée. Donc ça, ce n'est pas implémenté sur Midas. Et là, on a aussi le système BT qui est constitué de tandems. Alors pour les sous-systèmes BC et BR, donc ça c'est toujours dans les définitions et les explications, ça s'applique à tous les ponts, quelle que soit leur classe. Cependant, le système BT n'est utilisé que dans les ponts de première et de deuxième classe. Donc, étant donné que les charges B sont mobiles, donc nous aurons dans l'optique de les multiplier par un coefficient de majoration dynamique, le delta, donc avec sa fameuse expression, d'où J c'est la charge permanente et S c'est la charge la plus élevée des essieux du système B qui sera possible de placer sur le tablier et pour une longueur L. D'accord? Donc pour l'application du système du sous-système BC, donc là on va parler uniquement du système BC. Donc le camion il pèse 30 tonnes, il est composé de trois essieux, comme vous pouvez voir ici sur le schéma. Donc j'ai trois essieux, donc deux essieux arrière qui pèsent 12 tonnes chacun, et un seul essieu en avant qui pèse 6 tonnes, avec une longueur d'encombrement de 10,5 mètres et une largeur de 2,50 mètres. D'accord? Alors en termes de disposition, on parle d'un nombre de camions par fil limité à 2, donc ça c'est longitudinal, donc dans ce sens-là. On parle, comme j'ai dit, de deux camions, alors avec une distance longitudinale est déterminée afin de produire l'effet le plus défavorable. Donc le système, bien le logiciel Midas Civil, va positionner ces camions-là afin de produire leur effet défavorable. D'accord? Pour la disposition transversale, donc le nombre de camions est toujours inférieur ou égal au nombre de voies disponibles, c'est-à-dire il n'y a pas de limite de nombre de camions dans le sens transversal. Ça veut dire si on a 10 voies transversales à charger, on va les charger tous avec les camions BC. D'accord? Donc il y a une remarque, donc les camions peuvent être contigus, c'est-à-dire collés ou bien séparés pour produire la situation toujours la plus défavorable recherchée. Une autre, une autre remarque, donc ces camions-là, les camions homologues de diverses files, sont disposés de front et sont orientés dans le même sens. C'est-à-dire il est inacceptable qu'un camion soit, soit inversé par rapport à un autre camion, ou bien qu'il soit en avant ou bien en arrière par rapport à notre camion. Donc c'est des dispositions qui sont inacceptables. D'accord? Alors, en fonction de la classe du pont et du nombre de fils considérés, donc les valeurs des charges du système BC prises en compte sont multipliées par un coefficient petit bc qui est dans le tableau suivant. D'accord? Donc, en outre du coefficient de majoration dynamique, on a un petit coefficient qu'on appelle le petit bc, avec lequel nous serons obligés de prendre en considération. D'accord? Il y a aussi la force centrifuge
elle est consacrée uniquement pour les systèmes BC. Donc si on est dans un pont courbé, et là j'ai un rayon de la chaussée qui est égal à R, donc j'ai une force centrifuge développée par un essieu de camion BC de poids P qui vaut cette valeur-là, dans le cas où le rayon est inférieur à 400 mètres. Et cette expression-là, qui est pi fois 80 divisé par R, c'est R est supérieur à 400 mètres. D'accord? Avec P, c'est cette expression-là qui est N fois le BC fois le petit bc fois le coefficient delta. Avec N, c'est le nombre de camions. D'accord? Donc, on passe maintenant à l'application sur le logiciel. Donc, on commence toujours par l'introduction de la largeur chargeable. Donc, je vais maintenir pardon, une valeur de 10,5 mètres. Avant, je vais nommer cette voie. Donc, je vais l'appeler voie BC. Et pour la largeur chargeable, c'est 10,5. Cependant, pour le nombre de voies, je vais utiliser 4 voies puisque j'ai la possibilité de disposer 4 camions sur cette largeur chargeable. Donc, je vais mettre 4. Et pour l'excentrement, je vais laisser comme ça, 0. Alors, pour le facteur de majoration dynamique, j'ai deux entrées à faire inclure dans ce paramétrage. Donc, c'est la longueur de la travée qui est 30 et le poids de la travée. Donc, ça, je l'ai calculé manuellement en prenant la section de ce voussoir-là, en la multipliant par la longueur. Et bien sûr, on l'a multiplié par 2,5 tonnes par mètre cube. Et là, j'aurai un poids de, attendez, donc c'est 714,4 tonnes. Comme ça, donc c'est 714,4 tonnes. Et pour la force centrifuge, là, j'ai pas besoin de rajouter la force centrifuge puisque mon tablier est droit. Donc je décoche ici. Et je passe directement à la création de ma voie de cette façon-là. Donc voilà, je commence à partir de ce point. Je passe sur ce point-là et je clique sur le dernier point et je clique sur appliquer. Voilà. Vous remarquez qu'il y a des points qui sont en vert, donc c'est la voie BC qui vient d'être créée. Mais comme j'ai dit pour le système A, donc cette voie-là, elle est juste schématique. Après avoir entamé l'analyse, on va voir quelle est la disposition, bien la répartition réelle des voies BC. D'accord? Je passe après à la création du véhicule du système BC. Donc je viens ici Vehicles. Donc après c'est Add Standard. Et là, je vais sélectionner le système BC. Donc après, j'ai ici, donc c'est le système B, donc système de charge B. J'ai deux types de sous-systèmes, si vous voulez, donc c'est le BC et le BT. D'accord? Si je sélectionne si je sélectionne le système BC, donc j'ai la définition du système BC avec des charges comme ça, donc P1, P2, P3, etc. Selon la définition que contient le fascicule 61. D'accord? J'ai même le coefficient BC ici et je peux même appliquer ou ne pas appliquer le coefficient dynamique. Très bien, donc je clique sur appliquer directement et j'ai mon système de charge qui est créé. D'accord? Alors, je passe après pour la définition ou bien pour la création du cas de charge. Donc je vais l'appeler BC comme ça et je sélectionne depuis cette liste l'autre système BC et je clique sur Add et je vais affecter le système à sa voie de circulation comme ça et je clique sur appliquer. Après je quitte les fenêtres et je lance l'analyse. Voilà, donc après la fin de l'analyse, je vais voir les résultats depuis le Moving Load Tracer ici. Là, j'ai le système A que j'ai déjà créé, donc je vais directement dans le système PC et je vais afficher les résultats. Donc ici, je suis dans l'élément numéro 1, ça veut dire cet élément-là. Voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai 4 voies. Effectivement, j'ai 4 voies, selon la disposition préconisée par le fascicule 61. Par exemple, si je vais dans l'élément 2, je clique sur appliquer. Alors j'ai tous les convois qui sont créés afin de produire l'effet le plus défavorable. Donc j'ai les camions sur les 4 fils.
Voilà, donc chaque fil comprend, chaque fil comprend deux camions. Si on peut le voir mieux de cette vue-là. Chaque fil comprend deux camions. Et j'ai quatre fils, donc en tout, c'est 8 camions. D'accord? Alors, pour le calcul du coefficient de majoration dynamique, si je veux confirmer que ça a été calculé correctement, je peux faire un calcul manuel et je compare aux résultats qui sont donnés par le logiciel. Alors, pour le coefficient petit b, C, donc c'est 0,8. Ça dépend de la classe du pont et du nombre de voies. Donc ça, je peux le confirmer depuis le règlement. Donc je reviens dans ce tableau-là. Donc j'ai 4 voies et j'ai un pont de classe 1, donc c'est 0,8. Donc le logiciel a calculé correctement ce coefficient-là. Et concernant le coefficient de majoration dynamique, le logiciel a donné cette valeur-là. Donc c'est 1,0992. Donc si vous voulez confirmer cette voie-là, plutôt cette valeur-là, on n'a qu'à remplacer ici dans le coefficient de majoration dynamique et calculer la valeur qu'on va obtenir manuellement. Donc moi j'ai fait ce calcul-là et je peux vous dire que c'est exactement la même valeur que le logiciel a donné. D'accord? Très bien. Alors ça c'est la disposition en plan des camions BC, donc ça, cette disposition-là en plan. Ici j'ai nommé les voies, donc cette voie c'est la voie 1, voie 2, voie 3 et voie 4. Et ça c'est une disposition isométrique, donc en 3D. Voilà. Et ça, c'est les coefficients petit bc, les coefficients delta. D'accord? Donc ça, c'était par rapport au système BC. Donc là, comme j'ai dit, 4 voies avec 8 camions de 30 tonnes. Après, je passe au système BT. Donc pour le système BT, c'est un tandem qui pèse à peu près 32 tonnes. Il est composé de deux essieux identiques, dont chacun pèse 16 tonnes. Pardon. Donc il est constitué de deux roues simples, munies de pneumatiques. La surface d'impact d'une roue est un rectangle dont le côté transversal mesure 0,6 mètres et le côté longitudinal mesure 0,25 mètres. D'accord. Donc ça, c'est des détails de géométrie. Et là, j'ai la disposition transversale et longitudinale. Donc, ce qu'on nous dit, le règlement, c'est que si le pont ne comporte qu'une seule voie, on disposera d'un seul tandem. Donc, si le pont comporte deux voies et plus, le nombre maximal de tandems disposés transversalement est 2. Donc, on se limite à deux tandems pour le système BT, qui n'est pas le cas, par exemple, dans le système PC, on se dispose de autant de camions que possible. Cependant, pour le système BT, on est limité à deux tandems. D'accord? Donc le règlement nous dit que ces tandems peuvent être contigus ou bien séparés afin de produire l'effet le plus défavorable. D'accord? Donc aussi bien que pour le système BC, on a un coefficient petit bt qui va pondérer la charge bt. D'accord? Il est donné dans le fascicule 61 par ce petit tableau-là. Donc si on est dans un pont de première classe, donc petit bt est égal à 1. Si on est dans un pont de deuxième classe, le petit bt est égal à 0,9. Donc pour l'application sur l'état civil, on va le faire rapidement. Alors ici, j'ai considéré un excentrement de moins 2,25 afin de changer la position des tandems de BT. Donc je vais revenir en phase de conception et je vais dans l'onglet Load, je vais créer une nouvelle voie, donc c'est la voie du système BT. Alors pour plutôt une largeur chargeable de 10,5, je vais mettre ici 3 voies avec un excentrement de moins 2,25. Alors pour le facteur dynamique, je vais rentrer les paramètres comme j'ai fait pour le système DC, sans force centrifuge. Voilà. Juste pour vous montrer ici que la voie qui a été créée, elle a été créée avec un excentrement par rapport à cette ligne de référence. Elle a été créée dans cette position-là. Et après, je vais continuer comme d'habitude. Donc je vais choisir l'autre système B et l'autre système BT. Je clique sur appliquer comme ça et je vais définir le cas de charge. Donc c'est BT. Je choisis l'autre système BT. Je clique sur add et là j'affecte la voie de circulation correspondante. Comme ça, top. Comme ça.
Je lance l'analyse rapidement et j'affiche les résultats du système BT. Vous pouvez voir ici mes deux tandems de 32 tonnes qui sont créés afin de donner l'effet le plus défavorable. D'accord. Très bien. Si je veux m'assurer de la valeur du coefficient de majoration dynamique, je clique ici sur Detail Result toujours. Alors pour le petit bt c'est égal à 1, donc c'est selon ce petit tableau-là, donc il est égal à 1. Et pour le coefficient de majoration dynamique c'est égal à 1,0729. Donc ça vous pouvez le confirmer manuellement. Euh, voilà, donc après le système BT, j'entame les charges militaires. Donc je vais commencer par quelques définitions et règles de disposition. Donc pour les charges militaires, nous avons des charges de type chenille et des charges bien des véhicules de type essieu. Donc je parle du MC80, MC120 et du ME80 et ME120. Donc les convois militaires sont disposés aussi afin d'obtenir l'effet le plus défavorable. Alors transversalement, la disposition transversale, donc un seul convoi est supposé circuler sur la largeur chargeable, quel que soit le nombre de voies disponibles. D'accord, donc cette condition elle est très importante. Et pour la disposition longitudinale, donc le nombre de véhicules MC est disposé parallèlement à l'axe du pont n'est pas limité. Donc on peut poser autant de véhicules que l'on veut. Donc la distance minimale entre deux véhicules consécutifs est de 30,50 mètres. Donc ça c'est fixé par le règlement. Aussi les charges militaires sont concernées par une majoration dynamique. Donc il faut introduire la majoration dynamique des systèmes M. Et il y a aussi une condition qui nous dit que les convois militaires sont supposés ne développer ni force de freinage ni force centrifuge. D'accord. Alors voici la disposition du véhicule MC80 et son poids total, donc c'est 72 tonnes. Et ça c'est la disposition du MC120. Alors pour l'application, on va prendre l'application l'exemple du MC120 avec une largeur chargeable de 4,3, comme ça, dans le logiciel. Donc je reviens à la phase de conception. Je vais créer une nouvelle voie que j'appelle VMC120, comme ça. Alors, ici, au lieu de sélectionner la première option, je sélectionne la deuxième, donc c'est Military. Donc, pour la largeur chargeable, c'est 4,3. Alors, pour l'excentricité, bien pour l'excentrement, ici, j'ai moins 3,5, afin de positionner à peu près ma voie de circulation du côté. Donc, c'est moins 3,5. Et pour le coefficient de majoration dynamique pour la charge militaire, je vais introduire la longueur du tablier et aussi le poids du tablier, donc c'est 714,4. Je passe directement à la création de mon convoi de cette manière, pardon, de la voie de circulation de cette manière, et je clique sur appliquer. Vous pouvez voir ici que la voie a été bien créée. Donc pour le cas, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le cas des charges militaires, j'ai une seule voie qui a été créée de cette manière. Donc quand j'affiche les résultats, il n'y aurait pas d'autres voies de circulation qui sont créées, contrairement au système de charge A et système de charge B. D'accord. Donc après, ce que je vais faire, c'est bien de créer le véhicule MC120. Donc, voilà, donc je viens ici dans cette liste, je choisis Military Load. Donc je choisis système MC120 et je clique directement sur Appliquer. Et après, je crée le cas de charge MC120 comme ça. Et je choisis Military Load. Je clique sur Add et j'affecte la voie de circulation correspondante. Donc c'est un travail répétitif. Donc, après avoir créé le cas de charge, je lance directement l'analyse. Rapidement, je vais avoir et je vais afficher le résultat comme ça du système MC120. Voilà, donc ça c'est la voie. Et si je change de position, j'ai le système MC120 qui est affiché. Donc, cette charge-là, elle est affichée en tonnes en tonnes par mètre. Donc, vous pouvez confirmer, donc c'est à peu près 55 tonnes divisé par 6,1. Ça va donner cette valeur qui est 9,02. D'accord. Voilà, donc je passe à autre chose.
Donc c'est la disposition du véhicule ME80 qui a un poids total de 44 tonnes et ça c'est une euh, donc ça c'est l'exposition ou bien c'est la démonstration du ME120 qui a un poids total de 66 tonnes. Alors pour un exemple d'application, donc c'est la même chose pour le MC 120. Ce qui change, c'est bien le système de charge. Donc je reviens à la phase de conception. Donc je commence toujours par la création de la voie et après je fais la création du véhicule depuis cette liste-là. Donc ça, je choisis ou bien le ME80 ou bien le ME120. Là, c'est le ME80, donc je clique sur appliquer, etc. Et depuis cette option-là, je move in load case, donc la création du cas de charge, je fais comme j'ai fait pour les autres systèmes. Donc, je vais vous afficher la disposition en plan du véhicule ME80. Donc, chaque essieu va porter donc 22 tonnes. Donc ça, c'est la disposition isométrique. Ça, c'est la disposition en plan. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai cette voie qui a été créée. Donc, je ne vais pas créer ici ce système-là pour économiser un peu de temps. Et je vais passer directement au convoi exceptionnel. Donc, pour les convois exceptionnels, je vais commencer par quelques définitions et règles et dispositions. Alors, vous pouvez lire ici, donc certains itinéraires permettent la circulation de convois exceptionnels du type DE. Voilà, donc ce type de charge est indiqué par le cahier des clauses techniques du projet de pont à réaliser. Donc, on est obligé de dimensionner notre pont par rapport à ces convois exceptionnels. Donc, on nous dit aussi que les convois exceptionnels sont supposés rouler à une vitesse maximum égale à 10 km par heure. Donc, pas besoin de rajouter un coefficient de majoration dynamique ou bien une force de freinage ou bien une force centrifuge. Alors, la charge exceptionnelle est exclusive de toute autre charge, c'est-à-dire si on applique une charge exceptionnelle sur un pont, elle va rouler toute seule, donc sans avoir besoin de l'associer avec une autre charge, donc c'est interdit par les règlements. Donc pour les convois exceptionnels qui sont supportés par le logiciel MIDAS Civil, donc j'ai le D280 et j'ai le convoi exceptionnel E400. Donc pour le D280, il comporte deux remorques avec un poids de 140 tonnes chacun. Voilà, donc ça c'est la disposition géométrique en plan. Et ça c'est la vue transversale. Et aussi bien pour le E400, donc c'est deux remorques avec 200 tonnes chacune, et avec cette disposition géométrique. Alors pour l'application sur le logiciel MIDAS Civil, donc ici vous pouvez essayer ces deux dispositions. Moi je vais essayer uniquement une seule disposition, mais là vous pouvez le faire si vous avez bien sûr le logiciel, vous pouvez l'essayer. Donc si je prends le convoi exceptionnel D280, je commence toujours par la création de la voie de circulation, donc D280 comme ça. Je choisis Military, après j'introduis la largeur chargeable qui est 3,3 dans le sens transversal, donc ici 3,3. Je vais laisser l'excentrement à 0. Et là, je vais supprimer le facteur de majoration dynamique, ou bien je laisse le tout ici à 0. Et après, je passe directement à la création de la voie, comme ça. Voilà, et je clique sur appliquer. Après, je vais créer le convoi exceptionnel depuis ce menu-là. Donc ici, le convoi type D, comme ça. Ça, c'est la définition du convoi type D80. Je clique sur appliquer et après, je définis le cas de charge rapidement. Depuis cette liste-là, j'affecte la voie de circulation. Alors, je lance l'analyse. Et j'affiche les résultats pour le D200-280. Voilà. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est le système D280. Et ça, c'est une charge répartie de façon linéaire sur chaque côté, de ce côté-là et de ce côté-là. D'accord? Très bien. Alors, après, je vais créer le dernier système, qui est bel et bien le E400. De la même manière, je vais revenir
ici dans ce menu-là, et je vais créer la voie du E400, donc avec une largeur chargeable de 3,3 mètres, avec un excentrement de 0. Et là, je peux ne pas considérer le coefficient de majoration dynamique. Je crée directement la voie de circulation de cette manière. Et je passe à la création du véhicule. Donc depuis ce menu-là, voilà, donc convoi type E, je clique appliquer directement et je clique sur fermer. Après, je crée le cas de charge, donc c'est le E400, comme ça. Depuis cette liste-là, je crée le convoi type E, donc ça. Donc je clique appliquer, je ferme et je lance directement l'analyse. Donc c'est un travail répétitif. Donc, au début, il faut y aller doucement. Après, ça va devenir une question d'habitude. Alors pour l'affichage des résultats du convoi, on choisit par exemple cette partie-là. Vous pouvez voir que le convoi a été créé avec succès. Là, vous remarquez que j'ai une seule remarque. Et pourquoi ça? Parce que, comme vous voyez ici, la disposition des remorques du convoi exceptionnel type E400 sont à peu près longues. Donc j'ai 15 mètres pour la première remorque. Après, la séparation entre les deux remorques, c'est à peu près à 18 mètres. Donc 15 plus 18, ça nous fait à peu près 33 mètres. Donc j'ai mon tablier ici qui fait 30 mètres. Donc l'autre remorque ne sera pas appliquée sur le tablier ou bien sur cette voie de circulation. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une seule remorque qui a été créée. Contrairement au convoi D280, où vous pouvez trouver les deux remorques qui ont été créées parce que la disposition géométrique de ce système-là me permet d'avoir les deux remorques sur mon tablier de 30 mètres. Donc 11 plus 11 ça fait 22, plus 8 ça fait 29, donc je peux avoir les deux remorques sur mon tablier là. D'accord? Voilà, donc en principe nous avons terminé toutes les charges de trafic possibles sur le MIDAS, à l'exception du PR qui n'est pas implémenté sur le logiciel. Après, enfin, on va parler des charges piétonnières. Donc, ces charges-là, elles peuvent être introduites de la façon habituelle, c'est-à-dire comme charge surfacique ou bien comme charge linéaire. Mais on va en parler quand même rapidement. Donc, dans les ponts qui sont réservés à la circulation des piétons, donc pour les passerelles et les cycles, on utilise dans les calculs une charge ADL uniformément répartie, exprimée en kN/m², ou bien en tonnes mètre carré, ou bien kg/m², avec cette valeur-là qui ressemble à la charge A de L qu'on connaît, donc le A majuscule, avec L et la longueur chargée. Donc, en largeur, la zone chargée est choisie de manière à produire l'effet le plus défavorable, et en longueur, elle est choisie de la même manière adoptée dans le système A de L. Donc je vais vous montrer, je vais vous montrer ici dans le logiciel comment ça marche pour les charges piétonnières. Donc ici, on peut choisir sidewalk ou bien pedestrian. Ça veut dire sidewalk c'est pour les charges de trottoir et pedestrian c'est pour les charges de piétons. Avec cette valeur là on doit l'inclure et après on va la rajouter ici comme cas de charge, ici pedestrian, bien sûr après avoir créé la voie de circulation. D'accord, donc c'est la même chose pour les autres cas de charge, mais pour nous dans la pratique on a l'habitude de les créer de façon manuelle, soit avec un excentrement ou bien directement sur une poutre de répartition. Donc jusque là on peut dire qu'on a terminé l'explication du FASTQ 61 et les charges de trafic dans le logiciel MIDAS Civil. Donc on va entamer la prochaine étape qui est les rapports de calcul, la création des rapports de calcul en français selon les Eurocode. D'accord? Et pour ce faire, je vais ouvrir cette présentation qui traite le sujet de la création des rapports de calcul sur MIDAS Civil. Donc c'est pas très long. Donc on va juste parler du process général de création des rapports de calcul sur MIDAS. Donc la première étape c'est bien le lancement de l'analyse.
Donc je dois d'abord lancer l'analyse après, avant de passer à la création des combinaisons de charges et aussi avant de passer au paramétrage de calcul selon la section étudiée. Donc comme on a parlé déjà, il y a plusieurs types de sections dans Midas. Donc, il y a des sections en béton armé, des sections métalliques, des sections en béton précontraint, des sections composites en poutre métallique plus dalle en béton armé. Donc, il y a vraiment énormément de sections que comporte ce logiciel. Et pour toutes ces sections-là, on peut faire un design, on peut faire un dimensionnement, on peut faire des vérifications, on peut faire des calculs selon les normes en vigueur, telles que le recode ou bien le H2 ou bien peu importe le règlement. Alors pour nous, on va utiliser le recode avec l'annexe de France. Donc comme j'ai dit, la prochaine étape, c'est bien le paramétrage de calcul selon la section étudiée. Après aussi, on doit faire un paramétrage de vérification selon la section étudiée. Et à la fin, on va passer à la création et l'extraction du rapport de calcul. Donc afin d'appliquer ces étapes, j'ai ouvert ce modèle-là. C'est un modèle très simple. Il est constitué de deux poteau avec une poutre en béton armé, donc c'est un simple portique. Donc l'objectif, c'est de générer un rapport de calcul de cette poutre-là, donc je vais la sélectionner. Voilà, donc cette poutre-là, c'est une poutre en béton armé avec une section de 40 par 60 cm, donc sur lequel on a appliqué la charge de son poids propre et aussi une charge d'exploitation, par exemple une charge de neige. Donc je vais vous l'afficher comme ça, donc une charge de 10 kN par mètre. Donc voilà, donc ça j'ai deux types de charges, donc une charge permanente qui signifie le poids propre et une charge d'exploitation, d'accord? Donc pourquoi j'ai différencié entre ces deux charges-là? C'est pour vous montrer après pas l'étape de la création des combinaisons de charges, d'accord? Donc avant d'entamer l'analyse, donc ce modèle-là il a été créé préalablement. Donc avant de passer à l'analyse, je vais vous montrer comment faire le paramétrage du code de calcul, donc pour le recode et pour la génération du rapport en langue française. Donc je viens ici dans l'onglet Tools et ici j'ai l'icône Preferences, donc les préférences. Je clique dessus et là j'ai l'option Design / Load Code, donc c'est le règlement de charge. Donc pour moi ce qui m'intéresse donc c'est l'onglet Concrete, donc c'est l'onglet du béton. Donc ici j'ai deux types de sections. Donc c'est RC Reinforced Concrete, c'est-à-dire béton armé, et PSC, donc c'est Pre-Stressed Concrete, donc c'est béton précontraint. D'accord? Donc pour ce fait, donc mon cas c'est bien le RC, donc c'est le béton armé. Donc pour la norme de design c'est bien le recode 2, et l'annexe nationale c'est bien l'annexe de France, et la langue du rapport c'est bien la langue française. Donc pour moi ce paramétrage est bon parce que je l'ai déjà utilisé. Et aussi bien si je travaille avec des sections en béton précontraint, je refais la même chose. Donc je choisis le recode 2 avec l'annexe nationale de la France et aussi la langue du rapport, c'est la langue française. D'accord? Alors pour les paramètres de ferraillage, donc j'ai le code ou bien la norme Eurocode 4 et pour la classe du matériau acier, c'est la classe C, toujours selon l'Eurocode. D'accord? Je clique sur OK et je lance directement l'analyse en attendant les résultats. Très bien. Donc l'analyse a été effectuée très rapidement. Donc maintenant je passe aux résultats. Pour les résultats de sollicitation, ce qui m'intéresse le plus, c'est bien les résultats du moment fléchissant et les résultats de l'effort tranchant, comme ça. Donc les résultats sont affichés en kilonewton et en mètres. Donc pour le moment fléchissant, donc je vais désactiver l'affichage de cette charge. Donc j'ai une valeur max de 31,97 kNm qui est dans cette poutre-là. Voilà, je vais l'activer. Donc au niveau amis travée, j'ai une valeur positive. Et au niveau des appuis, j'ai une valeur négative. D'accord? Donc la vérification de cette section-là se fera à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc au niveau de l'appui et au niveau amis travée. D'accord? Bien sûr, ces résultats-là sont par rapport à ce cas de charge qui est le cas de charge dead load, donc c'est la charge permanente. Pour moi, la vérification se fait par rapport aux combinaisons de charges. Donc après avoir lancé l'analyse, je passe à la prochaine étape qui est bien la création des combinaisons de charges. Donc pour économiser du temps,
les combinaisons de charges ont été déjà créées. Donc ça, c'est la combinaison à l'ELU. Donc, vous pouvez voir le coefficient de la charge permanente, c'est 1,35 et le coefficient de la charge d'exploitation, c'est 1,5. D'accord? Donc, d'autres charges ont été créées, plutôt d'autres combinaisons de charges ont été créées en service. Donc, ça, c'est l'ELU et ces deux combinaisons-là, c'est l'ULS. D'accord? Après ça, je vais réactiver le modèle au complet et je vais entamer le process de design et de vérification. D'accord? Donc, dans l'onglet Design, je vais choisir ici le recode parce que là je suis dans cette partie là, donc je vais faire le design d'une section en béton armé, donc RC design, donc Reinforced Concrete Design. Donc je vais choisir le recode en premier lieu et après je vais entamer mon paramétrage. Donc en premier lieu je vais aussi modifier le matériau béton, donc en cliquant ici. Donc là, j'ai un paramétrage à faire, donc conformément aux matériaux de ma section et aussi aux matériaux acier que je vais utiliser pour les vérifications nécessaires. D'accord? Donc pour moi ici, tout le paramétrage est bon. Donc pour le code, c'est le recode. Et pour la résistance nominale, c'est bien C30/37. Donc, donc pour moi, pour le béton, c'est bon. Et pour le ferraillage, j'ai utilisé toujours le recode et j'ai utilisé une, euh, une limite d'élasticité de 400 mégapascales pour le ferraillage principal et pour le ferraillage secondaire. D'accord? Je clique sur fermer et je vais entamer par la suite ce qu'on appelle le Beam Section Data for Design, c'est-à-dire les données de calcul pour la section de poutre de cette option-là. Je clique ici et là j'ai déjà un paramétrage qui est rentré. Je vais juste changer l'unité en centimètres pour faciliter la tâche. Je reviens, j'ouvre la fenêtre, donc Beam Section Data for Design. Donc ça, c'est si vous voulez, un prédimensionnement pour entamer le calcul. Voilà, donc j'ai choisi Stirrup Data, donc j'ai choisi un cadre de 8 mm avec un enrobage de 3 cm et un nombre de cadres de 2 cadres. D'accord? Vous pouvez voir ici les détails des sections. Donc le H c'est 60 cm et le B c'est 40 cm. D'accord? Je clique sur Add ou bien Replace et je passe à la prochaine étape qui est bel et bien les données de vérification de la section de poutre. Donc je clique ici et j'ai cette fenêtre qui s'affiche là. Si je clique ici, j'ai déjà des données de ferraillage qui ont été rentrées préalablement. Donc je vais supprimer ça et je vais refaire. Je vais refaire. Donc pour le ferraillage de la nappe supérieure, donc je vais faire 3 barres en T16 ou bien en P16 avec un enrobage de 3 cm. Idem pour le ferraillage de la nappe inférieure, voilà, 0,03 cm. Et je vais cliquer sur Redraw. Et là, j'ai la section d'armature dans la partie ou bien dans la nappe sup qui est égale à 6,03 cm², qui est similaire à la section dans la nappe inférieure. D'accord? Donc généralement on peut trouver quelques différences ou bien une différence importante par rapport à la position de la section si on est sur appui. Donc on aura besoin de renforcement pour les nappes supérieures. Et si on est à mi-travée, donc on aura besoin de renforcement pour les nappes inférieures. D'accord? Donc le logiciel me demande aussi de rentrer des cadres. Donc là, j'ai des cadres en T8 avec un espacement de 15 cm. Donc ça, c'est à changer. Donc je vais mettre 15 cm avec un numéro, bien un nombre total de 2 cadres. Donc tout ça, ce que vous voyez ici sur cette fenêtre est juste un prédimensionnement avec lequel le logiciel va travailler pour dire est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon. Donc je clique sur Add/Replace et je vais directement entamer la vérification. Donc je viens ici, Concrete Code Check, et je clique sur Beam Checking. Comme ça. Voilà, donc le logiciel va entamer la vérification directement. Et pour afficher le code
plutôt le rapport de vérification. Je coche ici Member et je coche ici l'élément et je clique directement sur Detail. Voilà. Quand je clique sur Detail, j'ai un fichier Word qui se crée et il va me générer un rapport de calcul de la section que j'ai choisie. Donc c'est la section de poutre que j'ai rentrée préalablement. Donc en départ, c'est bien, il va me donner des informations générales sur l'élément poutre, notamment pour les matériaux utilisés tels que le béton et l'acier d'armature. Il va me donner aussi des informations sur la géométrie. Donc c'est une sorte de mode de calcul. Donc en longueur, j'ai la longueur totale de mon élément, c'est de 6 mètres et une section de 60 par 40. Il va ici me donner des informations sur le ferraillage que j'ai rentré en nappe supérieure et en nappe inférieure, donc dans toutes les positions, donc ou bien dans la position initiale et la position à mi-travée, ou bien à la position finale. D'accord? Après, on commence les vérifications. Les vérifications avec les résultats de calcul de la combinaison à l'ELU. Donc en premier lieu, on va entamer les vérifications par rapport à la résistance à la flexion, c'est-à-dire le moment de résistance à la flexion. Donc ici, nous avons par étape les paramètres de calcul. Après, le logiciel va calculer le pourcentage d'armature de la section. Et après, il va calculer de même le pourcentage minimum d'armature à considérer. Et après, il va calculer le pourcentage maximum d'armature. Donc il y a tous les vérifications nécessaires. Et après, il va calculer la résistance du moment. Et bien sûr, à la fin, on va faire la vérification entre le moment de calcul et le moment résistant. D'accord? Très bien. Donc là, c'était par rapport au moment négatif. Donc en deuxième partie, c'est par rapport au moment positif. Donc les mêmes étapes qui seront suivies. Et à la fin, donc nous avons cette vérification. Très bien. Donc après, c'est la résistance, bien c'est la vérification de la résistance à l'effort tranchant. Donc c'est toujours par rapport à la combinaison à l'ELU, donc à l'état limite ultime. Donc nous allons faire la vérification de l'effort tranchant. Donc comme pour la vérification à la flexion, donc j'ai des étapes de calcul à suivre. Donc en premier lieu, ici nous avons les paramètres de calcul. Et après, c'est le calcul de la résistance au cisaillement du béton. Et après, c'est le calcul des armatures de cisaillement requises. Et à la fin, donc j'ai la vérification de la résistance à l'effort tranchant. D'accord, comme ça, j'ai généré un rapport de calcul de cet élément-là, donc c'est de cette poutre-là, avec les vérifications conformément aux Eurocode. Et ça, c'était donc pour l'élément poutre. Maintenant, pour les éléments verticaux, qui sont bel et bien les poteaux, je peux refaire les mêmes étapes, mais avec des différents paramètres. Donc, au lieu de Beam Section Data for Design et Beam Section Data for Checking, j'utilise Column Section Data for Design et Column Section Data for Checking. Et après, ici, quand je lance la génération des rapports, ou bien quand je lance les calculs, au lieu d'utiliser Beam Design, j'utilise Column Design. Et au lieu d'utiliser Beam Checking, j'utilise Column Checking. D'accord? Donc, c'était ça la vérification de la résistance à la flexion et à l'effort tranchant. Maintenant, nous avons d'autres vérifications par rapport à la contrainte limite et par rapport aux fissurations. Donc, c'est des vérifications qui se font à l'ELS. Donc, il faut intégrer les combinaisons ELS dans le calcul. Alors, pour ce faire, je reviens toujours ici dans ce menu-là. Et là, je vais cliquer sur Serviceability Load Combination Type. Et là, j'ai deux combinaisons qui sont à l'ELS. Et je vais choisir un type de ces trois-là selon ma combinaison. Donc, pour cette combinaison-là, c'est la troisième combinaison. Donc, je vais l'introduire ici dans la case quasi permanent. Donc, je clique sur OK et je vais redémarrer l'analyse une deuxième fois, donc l'analyse de vérification une deuxième fois. Donc je viens ici, Concrete Code Check, et je clique sur Beam Checking. Et je vais afficher le rapport de tout à l'heure. Voilà, donc ici je commence avec la résistance à la flexion et la résistance à l'effort tranchant. Et après, je commence
les vérifications à l'ELS, donc la vérification du fluage, et la vérification de fissuration et la vérification de l'ouverture des fissures. Bien sûr, tout ça, c'est selon les Eurocodes. Bien sûr, ça se donne à deux sections différentes. Et à la fin, je fais la vérification de la flèche, toujours selon les Eurocodes. Donc ici, on peut voir OK, OK, donc toutes les vérifications sont bonnes. Donc, j'ai pas de problème dans cette modélisation. D'accord? Je reviens dans le modèle. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc si je veux faire la vérification ou bien le design des éléments verticaux, je refais toujours les mêmes étapes et je vais retomber sur ce type de rapport. D'accord? Pour les autres types de sections, telles que les sections en béton précontraint, ou bien les sections en métallique, ou bien les sections composites, c'est-à-dire la poutre métallique avec une dalle en béton armé. Donc malheureusement, à défaut de temps, on ne peut pas faire la même chose pour ce portique-là, on ne peut pas aller étape par étape pour la création du rapport de calcul, mais je vais quand même vous montrer comment générer ces rapports-là à partir des modèles que j'ai créés préalablement. Alors pour le premier cas, nous avons une section en béton précontraint, c'est-à-dire cette section-là, c'est en voussoir préfabriqué précontraint. Donc comment faire, ou bien comment générer le rapport de calcul de cette section-là. Donc je vais prendre n'importe quel élément, par exemple l'élément celui-là, par exemple. Et je vais dans l'onglet PSI, je vais faire le paramétrage, tout ce paramétrage-là, et je vais cliquer sur Perform Design, et après je vais générer le rapport. Donc le rapport pour les sections en béton précontraint sont des rapports type Excel, donc je vais cliquer ici, Excel Report, et là j'ai le rapport qui se crée, donc c'est à 10%, donc ça se produit, donc on va attendre jusqu'à ce que le rapport se produise. Donc tous ces paramètres-là sont extraits depuis les normes de calcul telles que les Eurocodes ou bien les HTO. Donc avant de commencer le paramétrage, nous devons tout d'abord définir le code ou bien la norme de calcul. Donc comme ici c'est l'Eurocode 2. Donc vous voyez ici, il y a autant de codes de calcul, autant de normes pour faire les vérifications des sections. Ici, vous pouvez lire donc c'est PSI Design Material. Donc ici, c'est pour définir le matériau. Ici, vous pouvez voir donc c'est Exposure Class, donc c'est la classe d'exposition, toujours par rapport aux Eurocodes. Et ici, donc c'est Serviceability Load Combination Type. Donc ici, on fait introduire les combinaisons à l'ELS. Voilà. Donc je vois ici que le rapport se produit. Il ne reste pas beaucoup. Très bien. Voilà, donc le rapport va s'ouvrir automatiquement. Donc c'est un rapport Excel qui contient les différentes vérifications de cette section-là, qui est la section en béton précontraint. En ce qui concerne le moment de flexion, ou bien l'effort tranchant et d'autres vérifications conformes à l'Eurocode. D'accord? Donc je passe à un autre type de modèle, donc un autre type de section, qui est la section métallique. Donc je vais choisir une de ces sections-là et je vais générer le rapport de calcul. Donc pour ce faire, donc je viens ici dans Style Design. Style Design, ça veut dire le dimensionnement des sections en acier. Et je clique sur Style Code Check. Donc je vais créer la vérification de cette section-là. Donc idem pour le cas des sections en béton armé. Donc je vais cocher ici Membre. Et je vais aussi sélectionner ce membre-là et je vais ouvrir le rapport de calcul. Voilà, donc c'est une section en HEA500. Donc la même chose pour les sections béton armé. Donc on commence avec les informations de l'élément et aussi pour les caractéristiques des matériaux, la longueur de l'élément et aussi les caractéristiques de la section géométrique, que ce soit pour la section, pour les moments d'inertie, etc., etc. Après, ça démarre la partie des vérifications de résistance, telles que la résistance à effort tranchant. Et voilà, donc toutes les
toutes les vérifications nécessaires conformément à l'Eurocode 3, vous les trouvez ici dans ce rapport de calcul. Idem pour la vérification de la résistance de calcul au déversement, puisque c'est une section métallique. Vérification du rapport d'interaction. Donc dans ces rapports-là, vous allez trouver toutes les vérifications qui sont conformes, comme j'ai dit, aux Eurocodes. Voilà. Avec les formules et bien sûr avec les références des paragraphes de l'Eurocode. Donc c'est une note de calcul complète générée automatiquement par le logiciel Mida Civil. Donc ce qu'il faut, comme j'ai expliqué pour le cas des sections béton armé, donc c'est la même chose. Donc il faut bien créer son modèle et il faut bien appliquer les charges. Il faut bien créer les combinaisons de charges afin d'avoir un bon dimensionnement et une bonne vérification. D'accord? Voilà, donc la phase finale, c'est bien la vérification de la flèche qui se fait à l'ELS rare, bien sûr. Voilà, très bien. Donc je passe à un autre type de section qui est la section composite. Donc là, j'ai ce modèle-là avec cette section composite. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai une section en acier avec une dalle en béton armé. Donc pour faire l'analyse de cet élément-là, donc je viens ici dans Composite Design et je vais cliquer sur Print Result directement. Et je vais attendre jusqu'à ce que le rapport se produise. Voilà, donc le rapport est prêt. Vous pouvez voir ici, la première phase toujours, c'est les informations de l'élément. Et bien sûr, le code de calcul correspondant et les propriétés des matériaux, que ce soit pour l'acier ou bien le béton ou bien l'acier d'armature. Et vous pouvez voir ici, c'est une image de la section. Aussi les caractéristiques géométriques. Donc comme j'ai dit, c'est une note de calcul complète. Donc pour la résistance à la flexion, ici on commence les vérifications. Donc nous avons les sollicitations de calcul et aussi la classification de la section. Après, c'est la résistance à l'effort tranchant de la même manière. Et aussi, on fait la vérification du déversement. Voilà, donc toutes les vérifications nécessaires se font dans ce rapport de calcul. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc j'invite notre cher public à télécharger la version d'essai de Mida Civil et de travailler sur quelques modélisations. Donc comme j'ai dit, vous allez trouver des tutoriels sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, si vous aurez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter via mon email que vous trouvez sur la présentation. Donc c'est elmoc.med@gmail.com. Et là, jusque-là, je reste à votre disposition pour tout type de questions. Je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre patience. C'était un peu long. Donc voilà, je vous remercie encore une fois et à la prochaine occasion. Merci à vous, merci beaucoup.